Ma pièce by Paul Lentier. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read in French by Herman Roskams. Troisième partie, la retraite, 1er et 2 septembre. Mardi, 1er septembre. Très longue marche de nuit. Il était plus d'une heure du matin lorsque, enfin, nous nous sommes arrêtés. Il a encore fallu faire la soupe, mener les chevaux boire et leur donner l'avoine. Nous sommes tombés ensuite à un sommeil de mort. Vers 4 heures du matin, le maréchal des logis de garde vient nous secouer un à un. On grogne. Alerte! Quelle misère! Il n'y a pas une heure qu'on dort. Tenir les yeux ouverts est une vraie souffrance. Les membres sont raides, les têtes lourdes. On a mal aux reins, il fait froid, il y a du brouillard. Nous partons. Tout de suite sur les coffres, l'engourdissement envahit nos pieds. Nos genoux montent rapidement. Nos têtes roulent d'une épaule sur l'autre. On s'abîme dans le néant du sommeil. Des conducteurs dorment à cheval. Ils penchent d'un côté et, à l'instant où ils vont tomber, un instinct les réveille. Ils se redressent. Mais l'instant d'après, on les entrevoit de nouveau, vacillant dans l'ombre. Où allons-nous? Peut-être l'armée est-elle obligée de se replier sous Verdun, parce que l'ennemi, qui a certainement pris pied sur les hauteurs de la rive gauche de la Meuse, vers Stenay, menace son flanc gauche. On ne sait rien. On est trop là pour penser, même pour craindre. Ah, dormir pendant tout un jour. Au matin, on nous arrête près de Landres, dans un champ en pente sous des pruniers. Sauf contre ordre, nous nous reposerons ici aujourd'hui. On allume des feux, on secoue les pruniers. Un appel retentit. Au vaguemestre! Un grand hurlement sauvage y répond. On se rue sur le sous-officier qui apporte un sac plein de lettres. Des nouvelles. Enfin! Il y a des lettres qui sont en route depuis 15 jours. Les nôtres n'arrivent pas. Quelles angoisses là-bas! La correspondance lue, Hutin m'appelle. Viens-tu laver ton linge? Oui. Nous accrochons nos vestes aux basses branches des pruniers et, nos chemises sous les bras, le torse uniquement paré de nos bretelles, nous descendons au ruisseau. Justement, un petit lavoir couvert s'offre. Nous nous agenouillons au bord de l'eau. 3 jeunes filles sur l'autre rive nous font vis-à-vis. L'une d'elles lave des linges sanglants. Sans penser à mal, Hutin, qui savonne vigoureusement sa chemise, remarque: Tiens, on s'est donc battu par ici. Il y a eu des blessés? Je vois la jeune fille rougir jusqu'aux oreilles et les 2 autres sourire en lui jetant des coups d'œil de côté. Non, dis-je, ce sont nos alliés, nos bons alliés. Hutin lève le nez, me regarde. Nos alliés? Et soudain, il s'esclaffe. Ah! Ah! Les Anglais! Les Anglais! Ah! Ah! Si j'y pensais! La matinée est calme. On mange, on fume, on écrit. À midi, les coups nets brefs rythmés du 75 commencent à sonner sur des collines proches. À 1 heure, nous recevons l'ordre d'aller soutenir un groupe d'artillerie engagé sur les hauteurs au nord de Landres. À peine installé, un aéroplane passe. Un Allemand. On n'en voit jamais d'autres. Tout de suite, des obus s'abattent autour de nous. Et toujours, comme par miracle, la batterie demeure indemne, au milieu des éclatements, dans la fumée de la mélinite. Mais cela ne peut durer. Ah! Si j'échappe à l'hécatombe, comme je saurais vivre! Je ne pensais pas qu'il y eût une joie à respirer, à ouvrir les yeux sur la lumière, à se laisser pénétrer par elle, à avoir chaud, à avoir froid, à souffrir même.
Je croyais que certaines heures seulement avaient du prix. Je laissais passer les autres. Si je vois la fin de cette guerre, je saurai les arrêter toutes, sentir passer toutes les secondes de vie, comme une eau délicieuse et fraîche qu'on sent couler entre ses doigts. Il me semble que je m'arrêterai à toute heure, interrompant une phrase ou suspendant un geste, pour me crier à moi-même: je vis, je vis, et dire que tout à l'heure peut-être je ne serai qu'une chair informe et sanglante au bord d'un trou d'obus. Rien à faire sous la mitraille. Le capitaine surveille la plaine d'une exaspérante immobilité. À la fin, le tir de l'ennemi s'allonge. Ces obus vont tomber derrière nous, au fond d'un ravin, sur une route où l'on voit, dans des nuages de poussière, des échelons de combat qui s'éloignent au galop. Désordre. Nos batteries retournent à l'ombre. Sur la chaussée, éventrée par un obus, le débris haché d'un cheval, un tronc sans membres, décapité. La tête qui traîne au bord du fossé, intacte, regarde étrangement le corps, avec de grands yeux encore clairs. Un lambeau de chair et de peau alésane a jailli jusqu'au haut d'un talus. L'entonnoir où se sont répandus les intestins rougeâtres dans du sang qui achève de noircir au soleil, exhale une odeur de chair vive, de digestion et de fiente, écœurante à vomir. Il paraît que l'adjudant qui montait ce cheval n'a même pas été égratigné. De la haute colline qui domine Langres, au nord-est, un régiment de chasseurs à cheval dévale. Le soleil couchant n'illumine plus le fond du ravin où nous avons formé le parc, mais il éclaire plus magnifiquement, par contraste, d'une belle lumière orangée, les pentes raides d'où descendent en bel ordre les escadrons bleus et rouges, scintillant de sabres au clair. Les chasseurs nous frôlent, puis gravissent l'autre face de la vallée. Le soleil est, tout en haut, un disque rouge. Il semble aller à lui. À la crête, les cavaliers apparaissent un instant en grande ligne mouvante sur l'Occident. Je suis à bout de force. Malgré mes efforts, je m'endors. Pour demeurer éveillé, il faudrait, je crois, que je garde la pose des sentinelles antiques. Un doigt levé dans l'attitude des silences. Mercredi 2 septembre. Les chevaux n'ont pas été dételés, et nous avons dormi 4 heures à peine, sur la terre nue où l'on ne prend pas de repos. Il faut repartir. La route longe de grands bois. Il fait nuit, une nuit grise, louche, que salissent les premières lueurs d'une aurore terne. Je sommeille dans ce cahotement du caisson auquel on se fait à la longue. Un craquement de bois brisé, un bruit sourd de chute soudain me réveille. Je regarde, je ne vois rien. Pourtant, il me semble dans le roulement des voitures percevoir une plainte, des sanglots. Oui, j'ai bien entendu une voix claire, une voix de petite fille qui appelle: maman, maman. Sur un tas de cailloux, en marge de la route, j'entrevois maintenant la roue d'une carriole renversée, une forme humaine à terre, et alentour des silhouettes d'enfants à genoux. Des sanglots. La petite voix appelle encore: maman, maman, répondis, maman. Les voitures roulent. Un sanglot strident, déchirant, échappe à une gorge étranglée par l'angoisse, me résonne dans la poitrine. Maman. On voudrait s'arrêter, comprendre, porter secours. Il y a là plusieurs enfants. La mère n'est peut-être qu'évanouie. Y a-t-il un homme avec eux? Et s'il n'y en a pas? Je voudrais sauter à bas du caisson, courir là,
Mais je sais que je ne pourrai pas rejoindre la batterie. Un cavalier met pied à terre, il crie: je vais faire arrêter le major au passage, on rattrapera au trot. La lente marche de la colonne nous emporte. Mais l'horreur de ce qui s'est passé là, au revers du chemin, à présent me tient éveillé, malgré ma lassitude, tandis que lentement le jour se fait. Je crois que j'entendrai toujours cette petite voix qui appelait maman, et ces sanglots d'enfant dans l'aube grise. Nous atteignons la grande route. Il faut laisser passer l'infanterie de la 7e division. Le corps d'armée bat en retraite. On dit que nous allons embarquer. Embarquer? Pour aller où? Pourquoi faire? Il paraît que nous avons été remplacés sur la Meuse par des troupes fraîches et qu'on va reformer le 4e corps. Alors, nous allons nous reposer, dormir, dormir. Mais on nous a annoncé cela tant de fois déjà depuis 8 jours. Faut-il le croire? Ce doit être vrai pourtant. On ne laisserait pas ce pays sans défense. À plein la route, flot sur flot, avec un grand bruit d'écluses ouvertes, les bataillons succèdent aux bataillons. Les fantassins semblent assez dispos. Il y en a qui chantent. La 101e d'infanterie défile. Est-ce que la 102e suit? Demande Tuvache. Oui, c'est parce que j'y ai mon frère. Longtemps le fleuve d'hommes coule. Voici le frère. Tuvache! Un homme se retourne. Tiens, toi! Les deux Tuvaches se serrent la main simplement, mais leurs yeux disent toute leur joie de se revoir. Alors ça va? Tu vois? Et toi? Tu vois? Oui. Tu as reçu quelque chose des vieux? Hier, ils vont bien. Ils m'ont dit de bien t'embrasser si je te voyais, et de partager le bon qu'ils m'envoient. Le fantassin cherche dans sa poche. Le malheur est que je n'ai pas encore vu le vaguemestre pour le bon. Mais si tu le veux, garde-le. J'ai encore de l'argent plus qu'il ne m'en faut. Bien. L'oncle et la tante nous disent bien le bonjour. Allons. Faut pas que je perde ma compagnie. Il paraît qu'on va se reposer. Si on le dit. Si c'est ça, on est de revue. Au revoir. Leurs mains se joignent. Le fantassin fait un pas, tenant toujours la main de son frère. Je dirai aux vieux que je t'ai vu quand je leur écrirai. Oui, moi aussi. L'homme s'éloigne en courant, fendant de l'épaule le flot humain. On le voit encore agiter sa main au-dessus des têtes en signe d'adieu. Derrière, les régiments de ligne de la 7e division commencent une marche d'une fastidieuse lenteur. Il fait chaud. La poussière que soulève l'infanterie nous enveloppe, nous étouffe. La route est jalonnée de chevaux morts. À Châtel, sur un chemin libre à gauche, enfin nos batteries peuvent prendre le trot. À travers les campagnes et les vallées, jusqu'à l'horizon, une ligne de poussière qui souille les verdures indique la grande route de Varennes qui suit la division. Il est midi. Je pensais que nous avions parcouru 4 ou 5 lieues depuis l'aube. Et voilà qu'on entend le canon, pas très loin, vers le nord-est. Près du village d'Apremont, à la lisière de la forêt d'Argonne, où viennent de pénétrer les premières voitures de notre colonne, 3 obus éclatent. Alors l'ennemi nous poursuit. Personne ne le contient. Nous n'avons pas été remplacés. C'est la défaite, l'invasion, la France grande ouverte. Sur la route de front avec notre colonne cheminent des théories de charrettes. Toute la population fuit devant l'ennemi. Vieilles femmes, jeunes filles, mères avec des nourrissons, avec des essaims d'enfants. Ces malheureux sauvent ce qu'ils ont de plus précieux, leur existence. Les femmes et les filles leur honneur.
un peu d'argent, souvent une bête familière, un chien, un chat, un oiseau dans une cage. Les plus pauvres vont à pied. Une famille s'éloigne par les sentiers des bois. Ils sont 4. L'homme, un vieux au masque tragique, porte sur l'épaule, au bout d'un bâton, un grand panier d'osier couvert d'une serviette blanche. Sa carnassière, qui lui bat le flanc, est bourrée à rompre. Dans l'étroit chemin forestier, une jeune femme le suit. D'une main, elle mène une grosse vache rousse. De l'autre, elle tient en laisse, avec un mouchoir noué au collier, un chien à grands poils. Une petite fille se cramponne à ses jupes et se fait traîner. Derrière, une vieille toute voûtée, qui s'appuie sur une canne pour marcher, plie sous une hotte de vendangeurs pleine de lainage. Où vont-ils? Beaucoup ne le savent pas. Ils nous le disent. Ils vont devant eux, en France, dans les pays où les Allemands n'iront pas. Pourquoi faire rester? Déclare un vieillard. Aussi bien, ils brûlent tout. Pour être sur la paille sans maison ici, j'aime mieux être sur la paille libre. Et puis, j'ai ma belle-fille, la femme de mon fils, qui est artilleure comme vous. Elle est enceinte. Elle en est à son 7e mois. Quand on a commencé à entendre le canon hier, voilà que les douleurs ont prise. J'ai cru qu'elle allait accoucher. Ça s'est passé. Mais j'ai dit, il faut partir tout de suite, ça vaut mieux. Avec des salauds pareils qui violent et éventrent les femmes, il n'aurait peut-être pas respecté son état. La nuit dernière, nous avons trouvé une cahute de cantonnier pour coucher. Mais la nuit prochaine, alors j'ai peur qu'elle attrape du mal. À cette heure, elle dort dans la voiture. Faudra pas qu'elle attrape du mal, n'est-ce pas? Mon fils me l'a confié. Je demande au vieux, en montrant la direction que nous suivons. Qu'est-ce qu'il y a par là? Par là? Répond-il, le village soudain farouche. Ce qu'il y a par là? Il y a Châlons, il y a Paris, il y a toute la France. Et il ajoute douloureusement en branlant la tête. Ah, nom de Dieu! Ils sont moitié plus que nous, mon pauvre bonhomme. Il ne répond pas tout de suite. Seulement, au bout d'un instant, il dit encore: j'ai vu 70. C'est comment 70? La batterie roule. Nous avons traversé toute l'Argonne. À Cervon, un village à l'orée des bois, où les fantassins font la grande halte, nous nous arrêtons un moment. Il est 2 heures. Dans l'Aisne, aux eaux vertes, près d'un moulin, on mène les chevaux à l'abreuvoir. Ils entrent jusqu'au poitrail dans le courant, s'ébrouent, éclaboussent les hommes qui, les genoux remontés, s'égaient aussi de cette fraîcheur. Près de Ville-sur-Tourbe, enfin, nous formons le parc. Nous embarquerons sans doute ce soir à la gare voisine. L'angoisse qui m'a étreint ce matin, lorsque j'ai vu que l'ennemi dévalait derrière nous, ne s'est pas desserrée. Nous allons embarquer, laisser à l'envahisseur la route libre. Ne va-t-il pas envelopper les troupes qui opèrent en Belgique et celles qui avancent en Alsace? Mais les Français sont-ils encore en Belgique et en Alsace? Ah, savoir la vérité, quelle qu'elle soit. Les hommes sont hargneux ce soir. Personne ne veut faire les corvées. Des prés rencontrent chez tous la même mauvaise volonté, la même inertie. Tu vaches, allô? J'y suis déjà allé hier. Il y a plus d'1 kilomètre à faire. C'est toujours les mêmes qui font les corvées. Et toi, Laillé, tu y es allé hier? Non. Alors, Laillé, allô? Ah là là, je ne te demande pas ton avis. Il y en a qui ne font jamais rien. Je te dis d'aller à l'eau. Au moins,
tu ne me commanderas pas autre chose après. Non. La hiée, un seau en toile au bout de chaque bras, s'éloigne en traînant les pieds et en haussant les épaules. Nous n'embarquerons pas à Ville-sur-Tombe. Il faut avaler la soupe brûlante et manger la viande crue. On repart dans un crépuscule rouge. Les émigrants campent dans les champs, au bord de la route. Ils ont allumé des feux, à la manière des soldats. Pour la nuit, les femmes, les enfants s'étendent sur la paille étalée sous les voitures, qui les protège à peine de la rosée et du froid du matin. Des nourrissons dorment dans les mouises. Nous marchons droit vers le sud. La lune se lève. Une grosse étoile scintille dans l'axe de la route. Nous atteignons une ville obscure et qu'on dirait morte. Sainte-Ménéhould, sans doute. On ne peut lire les noms sur les plaques. Le pavé est inégal. Les voitures cahotent, les chevaux butent. La lune allonge des perspectives de rues désertes. Le fanal rouge d'une gare apparaît au bout de l'avenue que nous suivons. Nous allons embarquer ici? Non, nous ne nous arrêterons même pas. De nouveau, sous la clarté jaune et morne de la lune qui amplifie les distances, la campagne autour de nous se développe en long vallonnement où pas une troupe ne bouge, où pas une sentinelle ne se dresse. Fin de l'extrait 1er et 2 septembre de la 3e partie de Ma pièce. Lu par Hermann Roskams.